Alors, avant de discuter, je fais un petit mot de rappel sur ce que sont les centres de ressources territoriaux. C'est donc une mission qui a été rendue possible par la loi de financement de la sécurité sociale 2022, qui est ouverte aux EHPAD, aux SSIAD, aux SPASAD, aux SAD, on en reparlera, puisque le secteur du domicile a dû batailler pour en être. L'objectif, c'est un bon résumé, oui. L'objectif de l'affaire, c'est de permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus longtemps possible grâce à un accompagnement renforcé. Les centres doivent répondre à un cahier des charges qui a été publié en avril 2002. Pardon ? 2022. Ah, j'ai dit 2002, oui, pardon. 2022, excusez-moi, j'ai quelques années de retard. Et en gros, la mission se compose de 2 volets complémentaires. Un volet 1 qui correspond en fait à une mission d'appui aux professionnels. Je schématise, mais vous détaillerez un peu plus. Et le volet 2 qui correspond à l'accompagnement des personnes en tant que telles. Alors, ça, c'est un peu le cadre général. Stéphane Corbin, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que le législateur avait derrière la tête en créant les centres de ressources? Quel est le sens de tout ça? Oui, merci. Bonjour, bonjour à tous, cher président, monsieur le député. Oui, vous avez raison de poser la question d'abord sur le sens, parce que ce n'est pas un dispositif qui viendrait en plus d'autres dispositifs. Il rentre dans une dynamique, et évidemment je m'adresse aux responsables d'établissements et de services médico-sociaux qui finalement engagent très fortement la manière dont les EHPAD, les services, les résidences autonomie vont vraisemblablement évoluer demain. Pour donner le sens à ce que vont être les premiers centres ressources territoriaux, j'insiste là-dessus parce que je vous le redirai tout à l'heure, mais il y a une nécessité de suivre leur installation et de voir comment on peut les faire évoluer. Il faut partir d'un élément qui me semble est très parlant, c'est l'étude qu'a pu réaliser l'adresse en décembre 2020, c'est pas très vieux. Et qu'est-ce que dit cette étude? Eh bien, si on ne change rien, c'est-à-dire tout paramètre étant égal par ailleurs, c'est le modèle Livia qui dit cela, d'ici 2030, on a 108 000 personnes à prendre en charge dans ce qu'aujourd'hui, la réponse qui est apportée, c'est celle de l'EHPAD. C'est-à-dire 108 000 personnes qui ont aujourd'hui les caractéristiques que l'on retrouve dans les EHPAD. Dans ces 108 000 personnes, vous aurez vraisemblablement, supplémentaires, des personnes qui vivront l'entrée en EHPAD comme une contrainte, et pourtant, ils auront besoin des services qu'offre aujourd'hui, notamment le plateau technique médical, qu'offre aujourd'hui l'EHPAD. Pourquoi je mets ça en évidence? C'est qu'on voit bien, lorsque l'on prend ces chiffres-là, il y a environ un peu plus de 600 000 places aujourd'hui. Et que d'ailleurs, 108 000 d'ici 2030, et l'étude, alors évidemment c'est plus incertain quand on va jusqu'à 2050, mais c'est 211 000 en plus. Donc soit on dit, et vous m'interrogez en tant que Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, on se dit on construit des EHPAD partout, ou on change globalement les modèles, je dis bien les modèles, pour finalement préparer les solutions de demain. Et c'est de manière assez schématique ce qu'on essaie d'entreprendre à travers un travail plus important, mais qui intègre les centres de ressources territoriaux. On pourrait peut-être d'ailleurs envisager aussi un mot qui parle un peu plus aux citoyens, mais bon... Surtout qu'on commence à parler de CRT et ça devient un peu insupportable. Voilà. Déjà, tout le monde se plaint que EHPAD, c'est inhumain, et à peine on crée un nouveau truc, qu'on l'appelle CRT, c'est sûr que ça va rassurer les personnes âgées et leurs familles quand on va leur dire « vous inquiétez pas, il y a un CRT ». Je continue ma démonstration, mais c'est pour vraiment donner le sens à tout cela. C'est de dire, il y a un virage domiciliaire qu'on doit accompagner, et quand je dis « on », c'est bien évidemment tous ensemble.
et qui comprend évidemment le développement à la fois de l'offre et de la qualité des services à domicile, mais je pense que Marie-Reine Tillon y reviendra, qui comprend évidemment le développement de toutes des formes d'habitat, de solutions intermédiaires. On s'y emploie beaucoup à travers l'habitat inclusif, à travers le développement et la rénovation du modèle des résidences autonomie, par exemple, et qui comprend aussi, évidemment, le modèle de l'EHPAD qui doit se préparer à cela, à la fois en étant des EHPAD plus médicalisés, des EHPAD plus ouverts. Et que vient apporter les centres de ressources territoriaux dans ce travail-là? Eh bien, c'est d'éviter de continuer à envisager les solutions de demain comme des solutions très cloisonnées, où d'un côté, il y aurait toujours l'EHPAD, et puis il y aurait le domicile, et que tout cela ne se rencontrerait pas. C'est parti de 2 expérimentations, vous l'avez dit, dont il faudra encore mesurer la portée, hein, à la fois les EHPAD centres ressources, portés surtout en Nouvelle-Aquitaine, qui permet de mettre à disposition et qui ouvre vers l'extérieur les ressources des EHPAD. C'est une des approches qui permet d'ouvrir les pannes. Vous savez que la CNSA travaille aussi sur la question des tiers-lieux en EHPAD, qui permet aussi d'ouvrir d'une autre manière les EHPAD. Et puis, c'est l'autre dispositif porté par l'article 51, autour des DRAD. Là aussi, on a inventé un beau truc. C'est votre faute, hein? Non, c'est qu'en fait, dès qu'on dénomme quelque chose, je pense que c'est une faute collective. Je ne suis pas sûr que les journalistes, d'ailleurs, ne participent pas à cette faute collective. On appelle ça tout de suite, on se crée un nouveau slogan. Donc là, il s'agit des DRAD, donc des dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile. Parce que le virage domiciliaire, comme on le dit, ce n'est pas ni la fin de l'EHPAD, et c'est encore moins peut-être de ne pas offrir les accompagnements nécessaires à ceux qui aujourd'hui rentrent en EHPAD. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, l'entrée en EHPAD correspond à un besoin d'accompagnement, notamment un besoin en soins, en prise en charge, et que si nous ne renforçons pas cet accompagnement au domicile, eh bien, on retrouve des alternatives qui seront des fausses alternatives, parce que les personnes restant à leur domicile seront maltraitées par insuffisance, en quelque sorte, d'accompagnement. Donc c'est ça le sens qui est donné aujourd'hui à cette démarche. Moi, j'ai vraiment conscience qu'on n'est qu'aux prémices de ces modèles-là. Aux prémices parce qu'il faut inventer des nouvelles coopérations entre les acteurs. Vous l'avez dit malicieusement dans votre introduction, en disant qu'il a fallu que les services d'aide à domicile forcent la porte pour pouvoir rentrer dans le dispositif. Je pense que nous raisonnons encore sûrement trop par dispositif et puis par entité. Un jour, on règle le problème des EHPAD, le lendemain, celui du domicile. Là, ce qu'il faut, c'est sûrement beaucoup plus mailler l'ensemble et que nous devons inventer les choses. Alors, où en sommes-nous? C'était la prochaine question. Où en sommes-nous? Alors, on est vraiment aux prémices des prémices, puisque, vous l'avez dit, les appels à projets se mettent en place progressivement. Aujourd'hui, toutes les ARS qui ont la responsabilité du lancement des appels à projets n'ont pas encore lancé leur appel à projets, mais on ne leur en veut pas parce que ce qui a été attendu, enfin, on va finir par leur en vouloir si ça se fait pas, hein. Mais on leur en veut pas parce que ce qui était attendu, c'est que ça parte bien d'une analyse partagée d'abord entre ARS et département, d'une analyse de l'offre et également d'une analyse des besoins populationnels. Parce que l'autre élément à éviter, c'est de créer justement un peu rapidement un nouveau dispositif qui serait des dispositifs d'opportunité pour les établissements ou les services, mais qui ne correspondraient pas véritablement à la cible. Parce que la cible, ce n'est pas le public actuel du domicile à qui on viendrait apporter des ressources venant des EHPAD, par exemple, mais c'est bien des coûts évités,
d'une certaine manière, ou des entrées évitées en EHPAD. Autrement, j'en reviens à mes 108 000 personnes, eh bien, on ne réglera pas véritablement le problème. Donc, les cahiers des charges se mettent, les appels à projets, excusez-moi, se mettent en place progressivement sur la base d'un appel à projet. Ce que nous prévoyons également, c'est qu'il y ait bien une clause de revoyure très rapidement, on pense d'ici 2 ans. Il y a des moyens de déploiement qui sont prévus, puisque la trajectoire de déploiement, elle est fixée jusqu'à 2027, avec grosso modo la possibilité d'avoir 4 centres de ressources territoriales en moyenne par département, ce qui est à la fois un objectif assez ambitieux si on respecte bien tous les principes, mais qui est aussi un objectif qui ne sera pas à la hauteur, justement, de ce que doit être le virage domiciliaire. Et donc, ça ne sera pas, évidemment, la seule solution. Et pour finir, je disais une clause de revoyure, la nécessité d'un travail d'évaluation, ce que l'on portera avec les collègues de la DGCS, notamment, sur au moins 4 éléments. Le premier, c'est ce que j'indiquais, c'est la population qui est concernée. Est-ce que nous arrivons bien à prendre en accompagnement des personnes qui, aujourd'hui, sont en défaut d'accompagnement si elles restent à domicile? Donc, il y a vraiment cette ambition-là. Le deuxième, et je pense que ça va intéresser les directeurs d'établissement, c'est le modèle économique, qui n'est pas stabilisé, parce que là aussi, il y a nécessité sûrement de bien regarder quels sont les coûts. Je sais aussi que ce développement de centres de ressources territoriaux se fait dans d'un contexte de forte pénurie de personnel dans les établissements et au domicile. Donc, est-ce qu'on arrive à créer une offre nouvelle, supplémentaire, même avec des moyens supplémentaires, si toutefois il n'y a pas totalement la ressource humaine là, pour y arriver? Donc, c'est le deuxième élément. Le troisième élément est autour de la notion de file active, c'est-à-dire que il s'agit de considérer, on a le même sujet, on a vu un débat il y a quelques mois sur l'articulation SAD-SIAD, on aura le même sujet, mais c'est comment on arrive à gérer des files actives et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et puis le quatrième élément qui est peut-être celui le plus important, c'est quel impact pour les ESMS au sens complet du terme, c'est-à-dire en quoi ça vient transformer aujourd'hui les EHPAD, et on en fait de véritables EHPAD ouverts et notamment dans son environnement, en quoi ça vient transformer aussi les services d'aide à domicile et qu'ils viennent par des coopérations apporter des réponses qui sont peut-être plus complètes qu'aujourd'hui auprès de la population, en quoi ça modifie aussi les trajectoires professionnelles de tous ces salariés de ces établissements et de ces services. Puis le dernier, c'est évidemment l'impact pour les personnes. Aujourd'hui, le modèle de l'EHPAD peut être, pas toujours d'ailleurs, mais parfois décrié, en tous les cas non souhaité par les personnes. Offrir des solutions alternatives suppose de les mesurer et de s'assurer dans des contextes où parfois l'isolement de la personne est très profond dans son environnement, dans son domicile. Donc il faut plutôt concevoir d'ailleurs ces centres de ressources territoriaux, notamment dans sa dimension d'aller vers le domicile, dans tous les domiciles, et qui m'intéresse beaucoup à l'habitat inclusif. Je pense qu'il y a des articulations aussi à opérer entre ces centres de ressources territoriaux et toutes les formes partagées d'habitat ou de formes atypiques d'habitat pour les personnes. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Non. Donc il y a une très forte ambition pour ce qui n'est en fait qu'une brique, vous l'avez dit, dans un vaste ensemble. On va demander l'avis de Marie-Reine Tillon sur ces centres territoriaux de ressources. Je le disais, le domicile n'était pas prévu au départ dans ce dispositif, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas qui, mais n'avait pas prévu qu'un service d'aide à domicile ou de soins à domicile puisse porter le dispositif. Donc vous vous êtes battu. Maintenant, vous êtes dans le dispositif, mais on pourrait dire un peu sur un strapontin, puisque vous ne pouvez pas
Enfin, puisque ce n'est pas vous qui touchez les financements, il faut absolument qu'un service puisse soit en coopération avec un EHPAD. Donc voilà, aujourd'hui, vous en êtes où, vous, sur... quel est votre avis sur la manière dont tout ça s'est à la fois construit et dont tout ça se met plus ou moins en place sur le terrain? Merci de vos questions et du résumé, du très bon résumé que vous faites de la situation. Je voudrais tout d'abord m'excuser de ne pas pouvoir être en présentiel parmi vous. Les circonstances un peu particulières m'obligent à rester en Bretagne. Alors, les centres de ressources territoriaux, je souriais par rapport au sigle tout à l'heure parce que, effectivement, on parle beaucoup des CRT et un certain nombre d'élus doivent connaître les CRT comme étant les comités régionaux de tourisme. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le même objectif, mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention aux différents sigles. Alors, nous nous sommes battus, nous, pour intégrer les CRT. Effectivement, ça a été un peu particulier de voir que dans le projet de loi de sécurité sociale de 2022, si je ne me trompe, 22. 22. Il y avait absence du domicile, ce qui montrait une totale méconnaissance du secteur du domicile et qui, une fois de plus, mettait en avant le formatage des élites françaises qui sont totalement axées sur la culture de l'établissement, que ce soit dans le milieu sanitaire ou dans le milieu médico-social. C'est pas du tout une critique par rapport à l'établissement, hein. C'est absolument nécessaire d'avoir ces structures, mais il y a différents types de prise en charge des personnes et il faut pouvoir le reconnaître. Nous faisons partie du médico-social depuis 2002, même si d'autres lois depuis ont singulièrement brouillé le paysage. Nous faisons des missions de coordination avec les EHPAD sur le terrain depuis des années. Et depuis des années, nous le faisons bénévolement, qui plus est, puisque ça n'est jamais pris en compte, considérant que nos financeurs, considérant que ce sont plutôt des heures improductives, dit comme ça par les financeurs. Donc, ces missions de coordination que nous faisons, que nous pouvons développer davantage, certes, n'étaient pas reconnues, et tout d'un coup, on les reconnaît et on attribue le portage de ces missions à d'autres. Et ça, vous reconnaîtrez que ça nous a un peu fâchés sur le coup. Il y a, suivant les territoires, des établissements, des services qui peuvent porter des missions de coordination, de prévention. C'est lié à la qualité des personnes qui portent ces établissements ou qui portent ces services. C'est lié à l'histoire, c'est lié aux coordinations entre les uns et les autres. Et c'est vrai qu'on ne peut pas décréter que ce soit un tel ou un tel qui soit le porteur. Et il faut prendre en compte la situation territoriale et les relations inter-services et établissements. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Alors effectivement, nous sommes sur un strapontin, parce que si les SIAD peuvent percevoir les financements, les SAD ne le peuvent pas. Il faut que ça transite par un EHPAD, ce qui n'a aucun sens. Et même si Stéphane Corbin essaie de nous démontrer que c'est le tuyau de financement qui explique cela, on peut aussi démontrer qu'il y a eu d'autres situations où les ARS pouvaient tout à fait financer les SAD. Donc, c'est encore anormal et c'est encore une injustice et ça bloque le développement, ça bloque l'intérêt d'un certain nombre de nos services pour le dispositif. Je voudrais souligner que nos services n'accompagnent pas que le grand âge. Ils accompagnent aussi les maladies de longue durée, ils accompagnent aussi le handicap. C'est important d'avoir ces éléments-là en tête parce que dans les éléments futurs de ce que pourront être ces CRT, il faudra prendre en compte aussi les différents publics, pas que le vieillissement. Je pense qu'il y a besoin de coordination pour l'ensemble des publics que l'on peut accompagner à domicile. Voilà.
Sinon, par rapport à la cible, quand on dit la cible, ce sont des coûts évités parce que des entrées évitées en EHPAD, attention, à chaque fois que dans l'histoire, on a évoqué le domicile, ça a toujours été pour éviter des coûts, parce que le domicile coûte moins cher. Sauf que ça ne peut plus durer, que le domicile ne peut pas continuer à coûter aussi peu cher. C'est-à-dire ce n'est pas une prise en charge au rabais, ce doit être une prise en charge de qualité, et pour qu'elle soit une prise en charge de qualité, eh bien, ça suppose qu'il faut des moyens pour pouvoir recruter les personnels qui vont bien et pour pouvoir accompagner correctement. Au niveau de la fédération UNA, quel retour vous avez des territoires justement? Est-ce que vous avez l'impression que les ARS ont bien identifié que vous pouviez être de la partie? Et est-ce que vous, en tant que fédération, comment vous accompagnez vos adhérents? Enfin, est-ce que ça fait partie des sujets qui sont sur la table de façon très concrète à UNA? Oui, ça fait partie des sujets qui sont sur la table, comme d'ailleurs l'évolution en service autonomie à domicile, et d'ailleurs ça doit rentrer dans nos missions. Par contre, nous observons des fonctionnements très différents d'une région à l'autre au niveau des ARS, des prises en compte du domicile extrêmement différentes, mais ça, on a déjà observé ça pendant la période Covid. On observe une fois de plus qu'un certain nombre de responsables dans les ARS ne savent pas ce que nous faisons, ne nous connaissent pas. Et ça, c'est quand même très, très ennuyeux si on veut développer des actions. Et donc, on observe des disparités territoriales. On observe que les ARS ont déjà lancé des appels à projets, ont même déjà retenu des services ou des établissements. D'autres n'ont toujours pas lancé leurs appels à projets. On observe que les ARS lancent les appels à projets, mais ont déjà quasi préfléché les futurs retenus, ce qui quand même bloque un peu la réponse des uns et des autres. C'est quand même, la situation est très disparate d'une région à l'autre. D'accord. Stéphane Corbin, est-ce que, donc on le disait, vous l'avez dit vous-même, toutes les ARS n'ont pas lancé les appels à projets. Est-ce qu'il y a des consignes au niveau national pour dire aux ARS, il n'y a pas que les EHPAD, il y a aussi d'autres structures qui peuvent porter le dispositif ou pas? Ou chacun fait comme on veut? En tout cas, il n'y a pas de consigne qui consisterait à dire éviter les SAD. Le débat a été ouvert, tranché. Il n'y a pas de difficultés là-dessus. Marguerite Tillon évoque parfois une méconnaissance de la part des ARS. Oui, parce qu'on peut dire, réseau, heureusement qu'il n'y a pas de consigne, éviter les SAD, mais après, s'il y a une consigne, voilà, regardez les SAD. La consigne, elle est plutôt, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait ça doit partir d'un diagnostic partagé du territoire, notamment avec les départements, les ARS départements, et puis, je pense que vous l'évoquerez, avec les établissements et services existants sur le territoire. Parce que pour arriver à ce que ce dispositif fonctionne, il faut qu'il s'ancre déjà sur les partenariats existants, sur le maillage territorial. Si ils sont conçus un peu hors sol, il y a toujours un risque sur des appels à projets. C'est le mieux répondant étant celui qui est retenu. Je pense qu'on ira au-devant de déconvenues. Notre souhait, quand je disais clause de revoyure assez proche, c'est justement aussi d'observer, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, qui finalement a été retenu et au-delà du qui, dans quel mode de partenariat les choses se font. Je pense que ça sera difficile parfois pour un EHPAD qui manque lui-même de propres ressources pour accompagner ces personnes de répondre. À l'inverse, dans d'autres cas, c'est les services d'aide à domicile qui sont assez aujourd'hui un peu déficients du fait de plein d'éléments qui auront aussi la difficulté pour répondre. Donc c'est pas un droit à répondre, enfin un droit à obtention d'un CRT, ça doit être aussi, et
à nouveau, je m'adresse à vous, de savoir s'il y a une capacité à faire. Parce que, et je finis là-dessus pour répondre à Marie-Reine Tillon, notre approche, c'est pas une approche de coût évité, comme quoi le domicile coûterait moins cher que l'établissement. C'est un peu ce que vous avez dit. Hein. Non, non. Mais c'est pas ça. C'est pour les personnes d'éviter qu'elles aillent en EHPAD. Parce que le coût évité, d'abord, il est avant tout pour les personnes elles-mêmes. Très franchement, si on fait de l'accompagnement renforcé avec des moyens de coordination, ça coûtera, là je parle en financeur, sûrement pas moins cher qu'une dotation soins contenue. Mais par contre, vous ferez moins payer la personne elle-même puisqu'elle n'a plus ses frais d'hébergement, ou en tous les cas, c'est ceux d'origine qui comptent. Et surtout, mais c'est ça qu'il faut éviter, parce que les 108 000, même si on dit il n'y a pas de difficulté de construction et de moyens financiers, est-ce que vous pensez sérieusement, je regarde un représentant du peuple, le député, est-ce que vous pensez sérieusement que ces 108 000 personnes, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on leur construise des EHPAD de demain? Non. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on construise des solutions, et les familles sont attachées à cela, qui permettent que la personne reste dans le domicile où elle a envie de vivre, et qu'il y ait bien un service autour d'elle. C'est ça que souhaitent les personnes. Alors justement, on va parler d'un autre type de domicile. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez mettre Marie-Reine Tillon à l'écran? Comme ça, n'hésitez pas, si vous avez envie de réagir, faites un petit signe. Oui, vous parliez du domicile où elles ont envie d'être. Il y a la résidence autonomie, dont on n'a pas parlé, dont on ne parle pas, qui n'est jamais vraiment incluse dans ce genre de dispositif. Est-ce que les résidences autonomie, alors elles n'ont pas de place formelle puisqu'elles ne sont pas prévues, pour être porteur, j'entends, porteuse du projet, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, elles n'ont pas été prévues. Elles n'ont pas été prévues parce que, encore une fois, pour pouvoir prétendre apporter ce service, hein, à la fois le in et le out, c'est-à-dire les services en aller vers au domicile des personnes, mais aussi d'offrir des solutions pour le territoire au sein de l'institution, il faut avoir des ressources. On sait bien aujourd'hui, même si je pense que les représentants de résidence autonomie le savent, c'est que ces ressources-là, c'est la valeur du plateau technique, que ce soit dans l'accompagnement en soins ou dans l'accompagnement humain, n'existe pas aujourd'hui ou très faiblement. Seule une partie des résidences autonomie ont des forfaits soins, ce n'est pas le cas de la plupart, et que évidemment ce n'est pas ce type d'établissement qui a été ciblé parce que ça serait peut-être les mettre en difficulté alors qu'ils ont souvent leur propre rénovation à engager. Et puis, deux, c'est que encore faut-il avoir les ressources pour le faire. Alors, d'ici de là, il y a peut-être, évidemment, et c'est là où il faudra prendre au cas par cas, des résidences autonomiques qui ont cette capacité-là, d'abord. Et c'est là que j'insiste aussi beaucoup, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais je peux le redire, c'est que si on veut réussir ce virage domiciliaire ou cette approche domiciliaire, il faut éviter, je pense que ça plaira à Marie-Reine, de traiter les services établissements un peu à la découpe. Il faut plutôt voir comment les choses s'articulent. Et on voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de résidences autonomiques qui s'articulent avec des EHPAD et que c'est dans ce regard-là que l'on peut imaginer les choses. Alors, un petit mot, Marie-Reine, et puis après, on rentrera dans le dur du dur, parce que là, on parle un peu... on est un peu dans la théorie et on va être avec vous dans la pratique. Mais Marie-Reine Tillon, allez-y. Merci. Je me réjouis qu'on parle du choix de la personne, parce qu'effectivement, c'est quand même la personne qui doit être au centre et qui doit pouvoir choisir son lieu de vie. Et en fonction de son choix de vie et de lieu de vie, eh bien, elle doit être accompagnée en qualité, peu importe si c'est dans le domicile historique, dans un domicile inclusif ou dans un établissement. Ça, c'est le premier point. Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ce que font les ARS aujourd'hui, c'est qui fait le diagnostic territorial. On n'a aucune lisibilité sur le fait que les ARS décident, analysent le territoire
et comment elles décident le lancement de leur appel à projet, voire le préfléchage, parce que j'insiste, il y a ce préfléchage dans un certain nombre de territoires. Et puis, il y a quand même quelque chose sur ce dispositif, moi, qui me perturbe un peu, c'est dire que ce soit la solution de demain. Comment peut-on penser qu'avec 4 CRT par département, on ait la solution d'accompagnement suffisant sur l'ensemble du territoire? Il faut imaginer autre chose. Et c'est pour ça que, quelque part, nous, on pense que ça se superpose à ce qui se fait déjà localement dans pas mal d'endroits. Et puis, alors, un point quand même très franco-français, c'est que Stéphane l'a évoqué tout à l'heure en parlant des DRAD, on n'arrête pas d'empiler des dispositifs de coordination. Est-ce qu'on peut, lorsqu'on en crée, supprimer les autres? Parce que il va falloir créer une instance de supervision des coordinations. Hein. Pas possible. On passe notre temps à aller d'un dispositif de coordination à un autre dispositif de coordination, et c'est quand même un gaspillage d'énergie, de temps et au final d'argent qui est insupportable. Et aucune lisibilité pour l'usager au final. Oui, merci. C'est effectivement une vraie question. J'espère que vous entendez les applaudissements. Alors, Frédéric Poux, vous allez peut-être mettre un peu tout le monde d'accord en nous expliquant, vous, ce que vous faites. Donc, je le disais en vous présentant, votre structure ressemble vraiment à un centre de ressources, même si pour l'instant, vous n'êtes pas labellisé, car l'ARS Occitanie ne fait pas partie des ARS qui ont lancé les appels à projets. Alors, si j'oublie rien, dans votre structure, il y a un EHPAD, des services à domicile, de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, des ateliers de prévention ouverts à tous. Vous compléterez la liste, voilà. Mais racontez-nous d'abord comment vous avez construit en fait ce centre de ressources au fil des ans, puisque c'est pas une création, pouf, non. Un centre de ressources. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est très difficile de passer après les 2 précédents intervenants qui globalement ont dit l'essentiel. Je vais essayer de vous rendre un témoignage. Celui d'une offre co-construite sur un territoire particulier, le pays catalan. Et cette offre, pour ne s'appeler ni EHPAD, ni service autonomie, ni SPASAD, elle s'appelle Résidadom. Voilà, une idée de notre présidente sans doute. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'est Résidadom? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Alors d'abord, elle est le préfigurateur catalan, et j'y tiens, des centres de ressources territoriaux, même si pour répondre à M. Corbin, nous sommes quand même inspirés. En tout cas, nous avons beaucoup regardé ce qui se passait en Aquitaine, et notamment au COS. Donc Résidadom n'est pas encore un centre de ressources territoriales, mais Résidadom est déjà un centre de ressources de proximité. Parce qu'au-delà des territoires, je crois que toutes ces études, toutes ces évaluations qui nous permettent de proposer une offre totalement adaptée et individualisée à l'environnement dans lequel nos services se développent, c'est vraiment cette logique de proximité. Alors, quelle est la différence entre le centre de ressources territoriales et le centre de ressources de proximité ? D'abord, l'absence de labellisation et de financement et un message positif pour chacun d'entre nous, même si on est peut-être un peu maso dans mon entourage et avec mes collaborateurs, c'est qu'on peut faire sans argent, en tout cas au moins pour commencer. Ne le dites pas. Non, mais je le sais, mais M. Corbin a dit qu'il ne faut pas parler d'argent, c'est pas politiquement correct. Voilà. Donc je pense que, comment dire, le fait qu'il y ait des appels à projets, ce système un peu très français d'autorisation, ne doit pas nous empêcher d'être porteurs de projets et d'être à l'initiative de choses qui n'existent pas encore. Voilà. Nous le faisons depuis 7 ans maintenant. Et nous accompagnons, on va dire, dans cette offre globale entre l'aide, le soin et l'EHPAD, 126 personnes qui vivent à domicile. Alors,
Expliquez-nous voilà, concrètement. sur la forme, là aussi, pour arrêter de dire le tout EHPAD, le tout domicile, nous avons constitué entre nous, c'est-à-dire entre la résidence des Jardins Saint-Jacques, qui est un EHPAD de 93 lits auquel est adossé un accueil de jour, des places d'hébergement temporaire, en fait, on va dire un EHPAD de plateforme, voilà. Et un ASSAD Roussillon, qui est un SPASAD, l'un des 3 services polyvalents d'aide et de soins infirmiers autorisés en Occitanie. Donc nous avons constitué un groupement de coopération qu'en 2017, nous avons appelé Bien Vivre en Roussillon. Voilà. Donc là aussi, c'est peut-être le témoignage que on nous demande de proposer autre chose et que cette autre chose, c'est déjà notre capacité à faire ensemble. Parce que dans les regards croisés, qu'est-ce qui doit motiver et donner du sens, comme vous l'avez dit, Monsieur Corbin, à nos interventions? Ce sont les personnes que nous accompagnons d'abord, leurs proches à qui on apporte des solutions, et puis nos personnels. Nos personnels qui vont être, on va dire, confrontés peut-être à moins de difficultés quand on a une situation compliquée à domicile, avec des aides à domicile, au mieux des auxiliaires de vie en souffrance, parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est bien d'avoir une place d'hébergement d'urgence dans un EHPAD, et c'est bien que les équipes entre elles se parlent. Donc voilà, sur la forme, sur le fond, vous l'avez tous dit, c'est une offre diversifiée, structurante, alternative et co-construite entre une équipe de coordination commune à l'EHPAD et au domicile. Et là, je dois vraiment rendre hommage à l'ensemble de mes collaborateurs. C'est vrai que ça ne plaît pas, ça. Donc, à l'ensemble de l'équipe qui gravite autour de moi, tant à l'EHPAD qu'au SPASAD, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Voilà. À la fois sans leur volonté d'une certaine façon de développer une action bénévole, de ne pas compter leurs heures. Voilà. Et puis, évidemment, ma présidente qui est gériatre, et ça change aussi beaucoup la donne. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait la force de ce projet? C'est une directrice un peu borderline qui rencontre une présidente gériatre et qui ensemble arrivent, on va dire, à faire une évaluation sur leur territoire, dans leur petit environnement, sans prétention, et à fédérer autour d'elle voilà, l'équipe de coordination, de proximité, les intervenantes dont on ne parle jamais assez, et puis les EHPAD alentours, puisque j'ai 2 de mes collègues dans la salle et je ne voudrais pas les oublier. Ensemble, nous portons 2 lignes d'astreinte infirmière de nuit. Et ces lignes d'astreinte infirmière de nuit, c'est autant de stock tampons, on va dire, pour des situations qui peuvent se passer à domicile la nuit et qui vont permettre une intervention sans une admission en urgence dans une de nos structures hospitalières dont on sait qu'elle est délétère et qu'elle est la porte d'entrée à l'EHPAD. Voilà. Est-ce que vous pouvez lister tous les services que vous avez? Alors, si je le liste, on ne va pas me croire, puisque de temps en temps, je me dis, mais c'est pas possible, cette circulaire, elle dit ce qu'on fait, alors que ça devrait être l'inverse. Donc, j'avais fait une checklist, mais bon, elle est dans mon schéma. Donc, c'est vrai qu'il y a d'abord toute la plateforme de services qui est portée par l'EHPAD depuis 2015. Et je tiens à insister sur un maillon central entre le domicile et l'EHPAD, qui est l'accueil de jour. Ou pour les établissements qui n'ont pas d'accueil de jour, les ateliers prévention, portés notamment par la conférence prévention autonomie, financée par la CNSA. Voilà. Pour nous, ça a été vraiment la porte d'entrée, et les situations qui nous ont fait réfléchir sont des situations qui partaient
de l'accueil de jour, avec un moment maintenir la prise en charge à l'accueil de jour et éviter l'EHPAD, c'était renforcer l'accompagnement à domicile via le SPASAD, et idem sur des situations au niveau des ateliers prévention où effectivement, après l'atelier prévention, qu'est-ce qui se passe ? Et s'il n'y a pas une prise en charge après l'atelier prévention, notamment avec l'accueil de jour ou d'autres offres alternatives, l'identification et l'évaluation qu'on a pu faire de ces personnes que nous accompagnons via les ateliers prévention, elle s'arrête là parce qu'elle n'a pas de suite. On a identifié une vulnérabilité, mais on n'a rien d'autre à proposer. Et donc, le Résidadom, le centre de ressources territoriales, c'est ça. C'est l'opportunité de proposer autre chose et d'assurer une continuité de la prise en charge, sans stigmatiser, une fois encore, les personnels dedans, les personnels dehors, le domicile, l'EHPAD. Voilà, je crois que ce qu'apporte le centre de ressources territoriales, c'est ce parcours intégré, c'est ce parcours co-construit, c'est cette continuité, cette absence de clivage. On aime bien les millefeuilles à la française, et les CNR, c'est justement tout l'inverse. CNR, c'est autre chose. Oui, mais il y en a tellement aussi de CNR. D'ailleurs, on n'en a pas eu beaucoup cette année, mais bon, voilà. On parle pas. Non, pas du tout. Alors, donc, EHPAD, SPASAD, accueil de jour, atelier de prévention, astreinte infirmière la nuit. Hébergement temporaire d'urgence. Je regarde ce que j'oublie. C'est déjà pas mal. Oui, non, mais je vous dis, on pourrait ne pas nous croire. La sécurisation du dispositif avec la présence augmentée. Nous avons beaucoup travaillé initialement avec Schneider et puis ensuite avec notre opérateur local qui s'appelle AMS, et puis maintenant une start-up toulousaine dont j'ai oublié le nom, télégraphique, merci, sur des dispositifs, on va dire, de présence augmentée, puisque le constat que nous avions fait dans l'évaluation initiale, c'est que l'échec du domicile et l'orientation vers l'EHPAD, c'était la chute ou la décompensation. Donc on a essayé de trouver d'abord des moyens techniques, puisque le taux d'encadrement n'est pas le même à domicile, pour pallier cette absence de surveillance. Donc on a beaucoup travaillé sur ces dispositifs. Aujourd'hui, je peux dire, c'est une condition. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Rien ne remplace l'humain. Et ce qui fait la richesse du dispositif de Résidadom et des futurs, c'est des centres de ressources territoriaux, merci. Ce sont nos intervenantes, ce sont les équipes pluridisciplinaires qui, dedans, dehors, se parlent et échangent sur des dossiers partagés. Et c'est la richesse de l'équipe de coordination et l'équipe pluridisciplinaire de coordination, puisque, comme je vous ai dit, on a la chance d'avoir le gériatre et le médecin co de l'EHPAD. On a la chance d'avoir 5 infirmiers coordinateurs, 3 ergothérapeutes, un psychologue, voilà, et pléthore évidemment d'infirmiers. Voilà. Et donc ça, il faut se dire que ça reste ce qui fait la recherche, la richesse du dispositif, les bras, l'humain. Et comment vous financez tout ça ? C'est-à-dire que c'est les sous de l'EHPAD, les sous du SPASAD. Est-ce que vous avez des sous magiques qui viennent d'ailleurs ? J'ai envie de dire, écoutez, on doit avoir un petit truc de la bonne gestion. Et le fait que, dans notre cas particulier, à la fois sur l'EHPAD et sur ce qui est devenu le SPASAD, nous revenons de loin. C'est-à-dire que ce projet, il est structurant pour les structures elles-mêmes, puisque chacune des des structures était en difficulté financière. Et donc, ces projets ont été structurants parce qu'ils nous ont amenés à faire autrement. Et c'est là que j'en reviens au millefeuille à la française. Bien sûr, ça ne peut pas se faire si le projet ne fait pas sens dans le projet d'établissement dans la structure. Bien sûr que ça ne peut pas fonctionner si ça ne fait pas sens pour les personnels.
Mais pour nous, ça a été une condition de notre survie. Alors aujourd'hui, on fait à moyen constant. Je ne sais pas si ça va pouvoir durer. Voilà, il ne faut pas non plus être dans le monde de oui-oui. Hein. On l'a fait en attendant. Et quand on a vu cet appel à projet dans la circulaire, enfin, le cahier des charges, on s'est dit on va y aller comme on avait pensé que évidemment on allait être retenu pour l'appel à projet sur l'accompagnement renforcé à domicile et non. Voilà. Donc si j'ai un message à passer, c'est que bien sûr qu'on fait tous les choses pour qu'elles soient reconnues et une des reconnaissances. Ben, c'est la reconnaissance financière, mais ça ne doit pas nous arrêter parce que sinon nous ne l'aurions pas fait. D'accord. Voilà. C'est de la mutualisation. C'est de la mutualisation et c'est intéressant ce que vous dites, c'est aussi une condition de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait de toute façon trouver une solution. Proposer autre chose. Voilà, Stéphane Corbin, qu'est-ce que vous pensez de cette, de ce que vient de dire Madame Pou? Plein de choses intéressantes. Je retiendrai plusieurs éléments et notamment pour rebondir sur qui on choisit. C'est-à-dire comment l'appel à projet, qui doit être choisi. J'évoquais évidemment le diagnostic de territoire, la capacité du porteur à bien être au cœur finalement des problématiques du territoire, à accomplir aussi des missions de service public, puisqu'il y a... Et ce que vient de dire Madame Pou, c'est aussi, il faut que ça rentre, il faut que ça fasse sens, je crois que vous avez dit, dans le projet d'établissement. Parce que autrement, ça sera juste un effet d'opportunité et qui sera... enfin, qu'il faudra quand même bien contrôler. L'autre élément, c'est pour ça que je pense que ces centres de ressources territoriaux prédéfinis sous peut-être des évolutions de demain, c'est que vous l'avez situé dans une capacité de vos établissements ou de votre structure à apporter des services, et c'est bien dans les services qu'il faut réfléchir, c'est en quoi ça vient apporter une réponse à la personne concernée. Et notamment, moi j'ai retenu notamment votre capacité à assurer de l'accueil temporaire d'urgence, c'est-à-dire d'offrir des solutions en urgence. Et ça, c'est pas aussi simple que ça, enfin je pense que vous pourrez le dire, pour pouvoir le faire. Et puis le troisième élément, en disant nous sommes allés voir ce qui se fait, ce qui s'est fait en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes un réseau national ici. Je pense qu'il y a, je pense, à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Tout à l'heure, Marie-Reine disait qu'on raisonnait parfois de manière très franco-français ou même dans une approche un peu d'empilement des choses. Je pense que pour pouvoir construire des solutions véritablement nouvelles et pas d'empiler des dispositifs au gré des décisions gouvernementales dans chaque PLFSS, il faut effectivement s'aérer et prendre des choses là où il y en a. Et c'est sûrement comme ça qu'on construit la bonne solution. Donc évidemment, je ne vais pas décider à la place de l'ARS Occitanie qui n'a pas encore déposé, mais l'approche que vous avez est sûrement une approche très inspirante. Marie-Reine Tillon, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la manière dont Frédéric Pou et son équipe ont monté au final ce qui peut ressembler à un centre de ressources? Est-ce que ça vous redonne confiance dans les centres de ressources? Alors, vous l'avez dit, Frédéric Pou, vous êtes parti d'un EHPAD et d'un SPASAD. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve effectivement que c'est très inspirant et je voulais la féliciter ainsi que son équipe pour ce travail. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous faisons déjà bénévolement, pour le coup, c'est-à-dire sans argent supplémentaire, ce genre tout ce qui nous est demandé à travers des centres de ressources territoriaux. Et avant même d'imaginer un nouveau dispositif, ce serait bien de repérer ce genre d'expérience
et de le financer de manière pérenne. Parce que j'ai noté aussi que le maillon fort est parti de ces ateliers de prévention qui sont financés par des appels à projets non pérennes, évidemment, et on en souffre tous de ce genre de financement sur lequel on lance des expériences et puis un an après, on lui dit on passe à autre chose. Donc, c'est quand même important de pouvoir aller dans la pérennité. Et puis, il y a un point, moi, qui m'a effectivement marqué, c'est le fait de l'accueil temporaire d'urgence. Je trouve assez fantastique qu'on puisse le faire ainsi. Je pense qu'un certain nombre de directeurs d'établissements présents dans la salle doivent être un peu jaloux parce que les accueils temporaires, on le sait les uns et les autres, hein, très souvent, sont des sas de passage en accueil permanent. Et bien souvent, il y a un certain nombre de contraintes financières qui font que l'on ne trouve plus d'accueil temporaire disponible. Et donc, il faut pouvoir faire en sorte que les établissements aient ces sas-là, ces accueils d'urgence, mais qui ne soient pas obligés de les faire durer, qu'il puisse y avoir effectivement ces accueils d'urgence et qu'ils soient financés comme tels. Vous avez dit, quand vous avez présenté votre structure, Frédéric Poux, vous avez dit assez rapidement que c'était aussi un point positif pour vos salariés, pour les personnes qui travaillent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En quoi un centre de ressources peut être aussi un moteur de l'attractivité, peut-être? Parce qu'on a bien compris, je crois, que vous répondiez bien aux besoins des usagers, c'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir un dispositif qui, quand vous repérez un besoin, eh ben vous essayez de trouver une réponse si vous avez la réponse. Mais pour les salariés? Alors, pour les salariés, mais il faudrait le leur demander, c'est qu'on va grâce au centre de ressources territoriales, enlever un certain nombre d'épines du pied. Quand une aide à domicile se retrouve confrontée à une situation d'urgence, une décompensation à domicile, elle est seule. Les problématiques démographiques qu'on connaît sur nos territoires, notamment les déserts médicaux, font que, voilà, qui sait qu'elle appelle? Et là, effectivement, elle va pouvoir appeler un membre de l'équipe de coordination. Et l'équipe de coordination étant partagée, même si chacun est dans son poste, à l'EHPAD ou au domicile, va automatiquement appeler le collègue, le confrère, enfin ce qu'on veut, pour avoir cette expertise. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de positif? C'est l'accès à une expertise à domicile que nos intervenantes n'ont pas ou qu'elles n'auraient pas s'il n'y avait qu'un SAD. Alors, elles étaient déjà SPASAD, donc elles bénéficiaient quand même de l'expertise des infirmières coordinatrices. Et ça, dans la structuration de la prise en charge, ça a été déterminant. Et où on s'est calé sur l'EHPAD à travers le projet d'accompagnement personnalisé et ces réunions de coordination entre équipes. Mais c'est ça, à vrai dire, ce qui fait la différence quand on est dans ces métiers où on est isolé, seul dans sa voiture, seul au domicile, quand une situation encore plus complexe vient à se produire, on est désemparé. Et ça peut faire perdre des vocations que de se trouver confronté à des situations qui vont au-delà de nos capacités. Voilà, le centre de ressources permet d'apporter cette réponse multiple. Je vous dis, l'accueil de jour en est aussi, il n'y a pas que l'hébergement temporaire d'urgence, c'est nouveau, mais l'accueil de jour est un maillon déterminant. Marie-Reine Tillon, est-ce que cet aspect-là d'appui pour les professionnels de terrain, est-ce que vous l'entreapercevez avec le centre de ressources territoriales ou pas? Oui, ça peut tout à fait être un plus pour nos personnels. Nous avons, dans les services qui sont bien structurés, et on peut, alors il y a les SPASAD, mais les futurs services autonomie à domicile, on peut penser que la structuration sera encore supérieure. Nous avons une équipe, bien sûr, et effectivement les infirmiers ou infirmières coordinatrices, mais je pense que ça peut apporter un plus, ce lien
de coordination avec d'autres professionnels, effectivement. D'accord. Et vous, Stéphane Corbin, j'imagine que vous allez dire, vous allez répondre positivement. Oui, évidemment, on sait que dans les difficultés aujourd'hui d'attractivité des métiers, il y a parfois l'exercice solitaire. Vous prenez l'exemple de l'intervenant à domicile seul dans sa voiture et devant gérer souvent très personnellement les difficultés qu'il rencontre entre deux interventions. Et puis, il y a aussi à offrir des perspectives de trajectoire professionnelle. Et plus vous exercez dans des fonctions un peu plus coordonnées entre différents modes d'intervention, plus vous offrez des possibilités d'évolution de carrière. J'ai échangé avec la directrice générale d'un gros groupe associatif qui expérimente comme vous des dispositifs d'aller vers et qui disait que effectivement les professionnels, alors là c'était plutôt les professionnels de l'EHPAD qui allaient vers le domicile, ça leur permettait de concevoir leur métier différemment. Après, et je pense que vous serez d'accord avec ça, c'est qu'il faudra quand même qu'on arrive au fur et à mesure à régler ces difficultés de pénurie de personnel ce que cette même directrice disait, mais parfois le soin qu'on apporte, le soin au sens large, que l'on apporte à une personne dans le cadre de dispositifs, on n'est pas capable de l'apporter à chaque résident de l'EHPAD et il y a une sorte de conflit de loyauté qui s'opère chez la personne qu'il faudra résoudre. Donc, encore une fois, je pense que c'est porteur pour les professionnels de sens, qu'on n'est qu'au début et que c'est sûrement en développant ces solutions-là, mais encore faudra-t-il qu'il y ait les professionnels pour l'exercer, que demain, on en trouvera véritablement les effets, alors qu'aujourd'hui, on n'est qu'au tout début. Après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est peut-être avec ces projets-là aussi que les professionnels viendront. Mais pour que les professionnels viennent, il faut que ces services marchent. Allez-y, Marie-Reine Tillon. Oui, ce ne se passe seulement avec ces projets-là. Je pense qu'il faut entrevoir des profils de carrière, des parcours de carrière. Et pour ça, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on travaille tous ensemble sur un rapprochement des conventions collectives. Je pense qu'il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut que l'on puisse transiter et passer du domicile à l'établissement, revenir au domicile, repartir à l'établissement. C'est ça aussi qui donne du sens. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'on peut faire circuler le micro avant qu'on clôture cette table ronde ? Merci d'être concis. Bonjour. Ça fait 15 ans que je suis directrice de résidence autonomie. Une fois de plus, je constate que nous sommes dans le titre, mais que ça s'arrête là. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que votre dispositif ne peut pas s'intégrer dans une résidence autonomie, puisque notre travail, c'est le maintien de l'autonomie, qu'on ne peut pas faire de l'hospitalisation à domicile, qu'on n'a aucun moyen de sécuriser nos résidents là-dessus et qu'il ne faut pas qu'on aille vers ça. Seulement, on a un réel rôle à jouer et qu'on joue tous les jours tout seul, justement, dans notre voiture, parce que le travail d'accompagnement, depuis 15 ans, il a vraiment changé. Avant, on était sur des personnes âgées qui se retrouvaient, qui prenaient une tasse de thé, qui tricotaient. Aujourd'hui, les résidences autonomie, alors sans parler d'accueil de jour, ont un rôle réel dans la ville. C'est-à-dire que nos activités sont ouvertes aux gens de la ville, aux seniors de la ville, et qu'on se retrouve confrontés de plus en plus à des problèmes des gens qui sont en grosse dépression, des gens qui sont très isolés. On n'a aucun financement, hormis la conférence des financeurs. Alors, soit on arrive à porter un projet et ce projet, effectivement, on peut le faire durer sur un petit peu, mais on n'en portera pas 50. Effectivement, on a des accompagnements sur des projets ponctuels, mais comment on accompagne, nous, les gens, comment on nous donne un jour les moyens d'avoir des professionnels adaptés qui répondent à ces problèmes-là et qu'on nous permette, effectivement, peut-être en parallèle, de faire profiter nos résidents ou les personnes qui viennent vers nous, mais qui ne veulent pas aller vers les EHPAD, comment nous, on les accompagne dans leur quotidien pour leur permettre de ne pas aller tout de suite en EHPAD, de ne pas les laisser couler. Voilà, donc une fois de plus, les résidences autonomie ont besoin d'avoir une place dans ce parcours. Merci.
Mais je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure à la question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'une résidence autonomie peut être porteur? Mais à la question et ma démonstration liminaire, c'était de dire que les centres de ressources territoriales, si les mots ont un sens, s'appuient sur l'ensemble des ressources et qu'ils doivent être un instrument de l'approche domiciliaire qui travaille avec l'ensemble des solutions, de l'offre existant sur le territoire. Et les résidences autonomie, moi je crois beaucoup également aujourd'hui au développement de toutes les formes d'habitat intermédiaire, dont les résidences autonomie offrent une solution si elles se modernisent, si elles, à la fois sur le plan architectural, sur le plan, comme vous l'avez dit, de l'accompagnement. Je crois que les conférences de financeurs par le forfait autonomie ont déjà fait beaucoup. Il y a, je pense, d'autres expérimentations à faire porter par les résidences autonomie, notamment sur le repérage des fragilités, sur l'accompagnement. Donc oui, et d'ailleurs, lorsque nous disons sur le volet 2 que les centres de ressources territoriaux, c'est le aller vers le domicile, c'est un accompagnement renforcé du domicile. Pour moi, le domicile, c'est toutes les formes de domicile. Et la résidence autonomie, pour le coup, même si on appelle ça des résidents, c'est bien du domicile. C'est la manière dont la personne perçoit son domicile. Et lorsqu'elle fait le choix d'aller de son domicile dit d'origine vers une résidence autonomie, c'est des choix qui sont opérés la plupart du temps du fait de rompre l'isolement, d'avoir un logement plus adapté à la configuration du ménage que le logement d'origine, l'habitation d'origine. Le choix de l'EHPAD, souvent, c'est un choix lié à un besoin d'accompagnement fort. Et c'est ça, si on peut le rendre, plutôt que de construire des établissements spécialisés dont une partie du coût pour les personnes, encore une fois, pas tant pour les pouvoirs publics, aujourd'hui on peut presque le regretter, mais eh bien, peut être évité. Et parce que les personnes préfèrent être dans ce qui correspond à leur domicile, eh bien, faisons-le. Et donc, oui, les résidences autonomie doivent être dans cette analyse territoriale et dans la réponse. Après, porteur de projet, enfin, vous l'avez dit vous-même, il faut encore avoir les ressources. Si vous me permettez, il me semble qu'il faut arrêter de s'opposer les uns les autres. Voilà, c'est un peu nous ce qu'on a vécu avec ce mariage de la carpe et du lapin qu'on a initié. Mais voilà, on est tous, on parle du parcours de la personne âgée, et il faut aussi peut-être construire le parcours de son environnement, travailler sur nos complémentarités, Et vous, pareil. connaître la différence de nos métiers et voir ce que chacun peut apporter à l'autre. Voilà, la solution, elle est vraiment dans se faire ensemble. Et vous, par exemple, vous travaillez avec des résidences autonomie? Enfin, est-ce qu'il y a des résidences autonomie autour de votre... Alors, autour de notre territoire, on a des résidences seniors, mais nous n'avons pas de résidence autonomie autour du territoire de l'EHPAD et de la SAD. En revanche, on accompagne aujourd'hui un de nos collègues qui n'est pas là en milieu rural, mais quand même en pays catalan, avec un SAD et une résidence autonomie. Et c'est un projet qui est co-construit à 3, chacun dans son champ de compétences. Et surtout, on additionne les solutions. C'est ça qu'il faut voir, c'est que chacun est détenteur d'un élément qui va renforcer l'accompagnement de la personne. Voilà, il faut arrêter de s'opposer, il faut arriver à faire ensemble. Et je voulais juste vous dire que l'EHPAD n'est pas une fatalité. Nous, on a de plus en plus, grâce à cet accompagnement renforcé que constitue Résidadom, des personnes qui ressortent à domicile. Voilà. Alors, c'est pas beaucoup, mais sur 93 résidents,
2 en 2022, et il y en a déjà une là qui va être en sortie 2, me dit Dr Georgie, en 2023. Voilà, donc il faut aussi rompre avec ces clivages, ces oppositions. Le parcours de la personne âgée, il est dedans, dehors. Moi, j'aime bien co-construction. J'ai dû découvrir ce mot récemment. Mais voilà, mais c'est ce qu'on fait ensemble qui donne du sens à ce qu'on fait. Et on ne doit jamais oublier qu'on le fait à la fois pour les personnes que nous accompagnons, on le fait pour leur entourage, hein, l'aidant familial, l'aidant professionnel, et on le fait aussi pour nos équipes, parce que pour celles du domicile, d'avoir cette possibilité de faire appel aux ressources d'une résidence autonomie ou d'un EHPAD, c'est rassurant. Merci. On va prendre 2 autres questions et après on va s'arrêter là. Donc, je reprends la parole. Bertrand Cognac, je suis directeur d'une association qui gère donc une quinzaine d'établissements et de services dans le Finistère. Je voulais remercier de vos interventions et l'engagement des différents acteurs. Mais j'ai quand même un sentiment, on va dire, troublé pour le moins. C'est-à-dire que je trouve que le paysage dans lequel on est aujourd'hui, en fait, il est brouillon. C'est-à-dire qu'on a une politique de personnes âgées en France, une politique vieillesse, pour reprendre le titre du colloque, qui est brouillonne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas d'orientation et on ne sait pas comment on va être financé. Et je trouve que la mise en place des CRT, la façon dont elle se fait, vient rajouter de la confusion, parce que dire qu'il va y avoir 2-3 CRT par département, c'est peut-être génial les CRT, mais ce n'est pas avec 2-3 CRT par département qu'on fait une politique, hein. Et ça crée de la confusion entre les acteurs, voire même de la concurrence, ce qui, dans un secteur qui est en difficulté, est délétère. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous manque, c'est une vision. Alors les acteurs qui sont présents dans la salle ne sont peut-être pas ceux qui peuvent y répondre, mais on a besoin d'une vision. On a tous de bonnes idées, où il y a de multiples expériences de ce qui peut se faire en France. On a besoin d'une vision et des moyens qui vont avec. Merci. On va... je vous laisse préparer votre petite réponse et puis en attendant, on va prendre monsieur là-bas. Oui. Bonjour, Guy Charrier, je suis directeur d'un EHPAD. On a répondu à un appel à projet CRT en Pays de Loire, Maine-et-Loire. On n'a pas été retenu. C'est pas grave, l'expérience est quand même extrêmement intéressante. J'aurais 2 questions par rapport à ce que nous avons vécu et ce que j'ai entendu là à l'instant. Je pense qu'un des meilleurs moyens pour tous les EHPAD, c'est de faire de l'hébergement temporaire, qui est une des réponses. Pourquoi ? Parce que à l'entrée de la personne en hébergement temporaire, on doit déjà préparer la sortie, et notamment avec les services qui interviennent à domicile, ce qui nous permet de se sensibiliser à la problématique du domicile, premier élément. Donc je pense que tous les EHPAD devraient faire de l'hébergement temporaire, et j'espère avec les moyens. Deuxième question, qui est interpellante et que me pose régulièrement mon président, c'est que quand on regarde le projet du CRT, on reste encore dans une idée de tout gratuit pour le bénéficiaire, à savoir que si je prends l'idée du SAD, on paye, le SIAD, on ne paye pas. Dans le cadre de la file active du CRT, les services proposés, augmentés, sont gratuits. Je m'interroge sur l'idée d'une participation du bénéficiaire aux nouveaux services qui sont proposés. Voilà mes 2 questions. Merci. Monsieur, voilà, comme vous avez levé la main. Et après, on s'arrête là. Donc Alain Cholat, directeur général d'association dans la Sarthe. Donc effectivement, l'Agence des Pays de la Loire a aussi lancé effectivement son appel à candidature fin juin pour une réponse fin septembre. Le cahier des charges prévoit qu'il y ait un diagnostic partagé de territoire. Et je rejoins effectivement ce que disait Madame par rapport au service d'aide à domicile. La concertation partagée, puisqu'elle nécessite une concertation partagée non seulement avec les services à domicile, mais aussi avec les DAC, les CPTS, etc. Et que nous, les directeurs, effectivement, on n'a pas forcément les moyens humains de faire ce diagnostic et qui a besoin d'un accompagnement effectivement et d'ingénierie. Donc j'aimerais vous sensibiliser au fait effectivement que les gestionnaires puissent se faire accompagner en amont pour pouvoir présenter des dossiers, quitte à les récupérer sur la dotation qui sera versée, pour effectivement ne pas avoir des effets d'opportunité et laisser à des modèles économiques qui ont les moyens de le faire, de pouvoir déposer des dossiers au détriment de certains gestionnaires qui ont
moins de moyens, si on veut avoir une équité aussi sur les territoires, de pouvoir prétendre à développer ce type de services de proximité. Voilà. Merci. D'autant plus que la difficulté aussi liée effectivement au calendrier, mais ça on pourra jamais je pense jamais le changer. C'est-à-dire que les enveloppes sont communiquées aux agences fin juin, les appels à projets tombent effectivement en général entre juin pour des réponses à septembre, et faire de la concertation partagée sur une période estivale, c'est particulièrement difficile. Merci. Alors Stéphane Corbin, sur la vision. Sur la vision, évidemment, on souhaiterait que, je pense tous collectivement, que parfois le paysage soit un peu moins brumeux et qu'on y voit plus clair à la fois dans les trajectoires financières. Je parle devant une autre représentante du Conseil de la CNSA, Marie-Reine Tillon, qui, avec d'autres, le redisent, où il faudrait qu'il y ait sûrement des trajectoires de financement peut-être plus claires. Pour autant, et j'ai essayé de le dire dans mon propos, évidemment, il ne faut pas prendre les centres territoriaux de ressources ni comme l'alpha et l'oméga, ni comme finalement ce qui va révéler la politique du vieillissement par cet objet-là. Ce n'est qu'un objet parmi d'autres, et ce qu'il faut arriver à concevoir du fait de cette période où nous trouvons de transition démographique, c'est sûrement des financements, des trajectoires financières, et puis aussi l'incarnation de ce que l'on appelle le virage domiciliaire ou l'approche domiciliaire, et que, encore une fois, on a trop tendance, j'ai essayé d'éviter de le faire là, de traiter les choses par objet, de dire regardez, il y a le tarif plancher sur le domicile, regardez, il y a des crédits prévention, regardez, on fait évoluer le nombre de professionnels en EHPAD, mais, et je peux vous rejoindre, je pense qu'il faut qu'on vous apporte des visions plus globales et de se dire que tout ça participe d'un environnement plus général. Et sur le financement, il y a besoin, je crois que les parlementaires vont se saisir aussi de cette question-là, d'avoir des visions plus pluriannuelles. Et puis, c'est pour répondre à la troisième question du collègue de la Sarthe. C'est que... Oui, c'est ça. Mais c'est quand même étrange que finalement, lorsque vous bénéficiez des services du centre de ressources territoriales, c'est gratuit, et puis c'est payant lorsqu'il y a un service d'aide à domicile. On a un sujet, très, très clairement, d'analyse du reste à charge et de meilleure, finalement, cohérence entre les différents modèles de financement et surtout de participation des personnes. Parce qu'aujourd'hui, la participation des personnes, en fait, elle est conçue là aussi par dispositif. Et que les CRT sont, alors ça rejoint les problèmes de modèle de financement qu'évoquait Marie-Reine Tillon tout à l'heure, c'est une sorte de prolongement du forfait soins des établissements. Et donc, on est toujours sur la logique à l'origine d'assurance maladie et de prise en charge de cette partie-là. Mais il faut, et c'est la création de la branche autonomie que je représente aujourd'hui, qui nous amène à dire qu'il faut sûrement redéfinir la question du reste à charge dans une approche d'accompagnement global, et qu'il n'y ait pas aussi pour les personnes des choix qui se fassent par défaut, c'est-à-dire qu'ils disent on va aller là où on va bénéficier de ce service parce qu'il est moins coûteux que pour tel autre service. Et c'est vraiment une réflexion à avoir, et vous avez tout à fait raison de la poser, ça me paraît fondamental. Et le dernier point sur l'ingénierie, oui, je pense qu'il ne faut pas que l'ingénierie... et ça rejoint la première question du collègue du Finistère, c'est qu'il faut, pour inventer le modèle de demain, il faut aussi que l'ensemble de l'intelligence des acteurs qui composent ces politiques d'autonomie, évidemment les autorités, départements ARS, mais aussi vous, acteurs, soyez partie prenante de ces diagnostics. Et on met... dans ce pays,
on a déjà du mal à mettre des crédits sur la prévention, mais on a encore plus de mal à mettre des crédits sur l'ingénierie, c'est-à-dire réfléchir au modèle de demain. Je vous disais, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'habitat inclusif. On a mis beaucoup de sous ces derniers temps sur l'aide à la vie partagée, sur finalement le financement, mais moins sur l'ingénierie pour concevoir ces nouveaux modèles. Il faut sûrement, là aussi, dans certains cas, trouver des solutions pour les financer. Marie-Reine Tillon, je vous donne le mot de la fin, si ça vous va, sur tout ce qu'on s'est dit. Merci. Par rapport aux différentes interventions, je pense qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir une vision, une vraie vision politique de l'autonomie. Enfin, nous avons une branche autonomie. Nous continuons à parler vieillesse d'un côté, handicap de l'autre. Parlons autonomie et mettons en place une grande loi de réforme autonomie. Donnons du corps à cette branche autonomie, faisant en sorte qu'il y ait des moyens de gouvernance aussi de la branche autonomie, qu'on en finisse avec les disparités territoriales et faire en sorte qu'il faille choisir le département où vivre aujourd'hui. Changer peut-être la question des différents tuyaux de financement. C'est vrai qu'on en meurt de ces tuyaux de financement, département d'un côté, ARS de l'autre, et enfin bon, je vous en passe et des meilleurs. Donc oui, il y a une proposition de loi qui a été déposée là par des députés. Pardonnez-moi, je vais être un peu dure, elle est sympathique, il y a quelques mesures gadgets, mais c'est pas ça qui fait une véritable réforme. Il nous faut une véritable réforme autonomie et balayer l'ensemble de la problématique. Et dedans, il y a la question du reste à charge, il y a la question de la solidarité nationale. Le reste à charge, on a parlé de cela, on en parle beaucoup par rapport aux services à domicile. S'il y a un département qui décide de détarifer les services, le reste à charge pour les personnes devient énorme. Et effectivement, on sait qu'aujourd'hui, déjà 50% des personnes n'utilisent pas pleinement leur plan d'aide à cause du reste à charge. Donc, quel est le choix de société que nous faisons ? Est-ce que nous faisons un choix de société solidaire qui fasse en sorte que l'ensemble des personnes en fragilité puissent être accompagnées dignement ? C'est ça, en fait, le vrai problème. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Reine Tillon, merci Stéphane Corbin, merci Frédéric Poux, merci à tous. Je vous abandonne pour ma part. Vous avez rendez-vous à 14h avec ma collègue Claire Béziot qui va assurer l'animation de l'après-midi. Merci beaucoup, bon appétit, à bientôt.